Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue pour le contenu de cette 9e séquence sur le deuxième axe principal donc, du chapitre 2. Donc, ce deuxième axe intitulé « Le fonctionnement du GATT », c'est-à-dire comment ça marche au sein de l'institution du GATT, comment ça fonctionne. Donc, le GATT a un double objectif. Donc, j'ai parlé lors de la dernière séance que l'objectif général du GATT, c'est le développement donc, du commerce international. Donc, et permettre aux pays qui vont entrer et signer l'accord de Genève de se baser sur le commerce international comme moyen de développement de leurs économies. Donc, le GATT, en tant qu'institution et en tant qu'accord, a un double objectif. Le premier, l'assurance du respect de principe d'une concurrence loyale entre les nations. Si vous vous souvenez, dans une des séances, la séance avant-dernière, un certain nombre de spécialistes parlaient lors des problèmes relatifs donc aux politiques commerciales, notamment celle du protectionnisme, que certains auteurs et même décideurs parlent de la nécessité de la mise en place d'un commerce loyal avant d'aller vers le libre-échange. يجب أن تكون هناك تجارة متوازنة قبل الذهاب نحو التبادل الحر. Donc un des objectifs du GATT, c'est l'assurance du respect des principes d'une concurrence loyale, munafasa sharifa. Deuxième objectif, la mise en œuvre d'un processus continu de libéralisation du commerce international. La mise en place, la mise en œuvre d'un processus continu, musalsal mustamer, de libéralisation du commerce international. Comment va être réellement exécuté, comment ce deuxième objectif va être exécuté sur le terrain? C'est via la philosophie adoptée par le GATT, qui est celle des négociations commerciales multilatérales, ou ce que certains appellent les rounds, c'est un mot anglais, les rounds de négociation, jawalat al-mufawadat. Donc, pour le mettre en place, donc atteindre ces objectifs, ou mettre en place des processus qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, il y a nécessité de voir ce qu'il faut respecter de la part des parties contractantes. Donc les obligations des parties contractantes dans un premier temps. Donc les parties contractantes ont des obligations à respecter. Et c'est pour ça que j'ai parlé dans la séance dernière que le GATT insiste sur les obligations avant les droits. Al-wajibat qabla al-huquq. Donc le traité comprend deux catégories d'obligations. D'abord, les obligations centrales, الواجبات المركزية أو الرئيسية, fondamentales, les obligations centrales, et le code de conduite. بحال هذيك الرخصة السياقة. Un code, qu'est-ce qu'il faut respecter? Donc pour avoir avec le permis de conduire, il faut que vous connaissiez le code. ما يجب احترامه ما يجب فعله وما لا يجب فعله. Donc c'est un code de conduite. Donc la même chose dans le GATT. Il y a des obligations centrales et il y a un code de conduite. Les obligations centrales, qu'est-ce qu'on veut dire par les obligations centrales au sein de l'institution du GATT? D'abord, les nations qui adhèrent au GATT doivent consentir à toutes les autres
ils doivent consentir à toutes les autres la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en étant une partie contractante, en signant l'accord du GATT, vous considérez tous les autres pays sur le même pied d'égalité. ما تتعاملش بهذا بواحد النوع تاع العنصريه والاخر بواحد النوع تاع الاستعلاء. Non. Donc vous êtes obligé de se comporter avec tout le monde, et ça c'est l'article 1. On a parlé tout à l'heure, pardon, on a parlé dans la séance dernière de l'article d'un traité de 38 articles. اتفاقية جنيف كاين 38 بند. البند الأول يؤكد على هذا الشيء، تعتبر كل شيء على نفس قدم المساواة. La clause de la nation la plus favorisée. Deuxièmement, des concessions tarifaires aux autres. Ça aussi, je l'ai évoqué dans la dernière séance. Il ne faut pas rentrer dans le GATT les bras croisés et attendre à ce que les autres vous donnent des concessions et vous ne donnez rien. Dans le GATT, je l'ai dit, c'est un principe de donnant-donnant. Tu vas bénéficier des concessions de la part des autres pays, mais vous êtes obligé de donner des concessions vous-même à l'ensemble des autres pays et en respectant l'article 1, c'est-à-dire en les considérant tous comme la nation la plus favorisée. Ces deux obligations résument la philosophie de l'accord général. C'est-à-dire en respectant ces deux clauses, automatiquement vous respectez l'ensemble des autres articles du traité de Genève. Donc le GATT n'a pas pour but d'instaurer le libre-échange au départ, mais de libéraliser les échanges entre les parties contractantes, ce qui est deux choses différentes. Le libre-échange, normalement, le libre-échange, quand on parle de libre-échange, c'est 0% de droits de douane. Libre-échange, vos frontières sont ouvertes et celles de vos partenaires sont ouvertes, donc vous échangez sans contrôle aux douanes. Comme par exemple, si on prend en considération l'Union européenne ou l'intérieur de l'Union européenne, absence donc des contrôles aux frontières. Et donc, l'objectif du GATT, ce n'est pas d'appliquer tout de suite le libre-échange. Ça, c'est un objectif ultime. Le GATT veut atteindre le libre-échange. Mais ce n'est pas un objectif immédiat. L'objectif immédiat, c'est d'aider les pays à libéraliser au fur et à mesure. Libéraliser au fur et à mesure, c'est-à-dire aller pas par pas, en fonction des secteurs qui causent moins de problèmes au niveau des négociations. Le deuxième type d'obligation, c'est le code de conduite. Donc les signataires du traité de Genève, c'est-à-dire les signataires du GATT, s'engagent à ne pas prendre des mesures qui peuvent créer des entraves au commerce international. C'est pour ça que j'ai parlé lors de la séance dernière que le secrétariat, le conseil général a une mission particulière qui est celle, le conseil du GATT, pardon, qui est celle du contrôle des politiques commerciales. Il les contrôle pourquoi? Pour voir est-ce que les pays membres ou parties contractantes, est-ce qu'ils ne publient pas, est-ce qu'ils ne promulguent pas des lois واش ما كيصدروش قوانين في البلدان ديالهم تتمشي في الاتجاه المعاكس تاع الاهداف تاع الغات. Donc là, le signataire du traité s'engage à ne pas prendre de mesures qui peuvent créer des entraves au commerce international, qui peuvent bloquer le commerce international. Donc, deuxièmement, l'encouragement des conditions qui peuvent favoriser un commerce loyal ou le fair trade. Ça va de soi.
vous vous engagez à ne pas freiner, à ne pas bloquer, à ne pas créer des entraves au commerce international, et vous vous engagez à encourager toutes les conditions du commerce loyal. Donc les principales obligations sont, parmi les choses sur lesquelles s'engagent les parties contractantes, ne pas établir des discriminations entre les producteurs nationaux et les exportateurs dans le marché national. Et ça, on a parlé dans les principes généraux de considérer, une fois le produit est sur votre territoire, que ce soit le vôtre ou celui d'un autre pays, donc vous vous engagez à le considérer, à se comporter avec lui en tant que produit national. Donc, c'est important à ce propos. Deuxièmement, ne pas vendre un bien exporté à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché domestique. Ne pas pratiquer le dumping. Donc, quand vous vous engagez à ne pas appliquer le dumping, c'est-à-dire quoi? Vous ne vendez pas à l'extérieur à un prix moins élevé que celui qui est sur le territoire national. Donc ça, si vous le faites, c'est-à-dire c'est ce que les économistes appellent le dumping. C'est interdit. Le Maroc, c'est la tomate cote au Maroc, 3 dirhams, 4 dirhams, 5, il ne faut pas qu'il exporte la tomate vers l'Union européenne ou à l'extérieur et la vendre à moins de 3 dirhams. C'est impossible. Donc le Maroc ne peut faire ça que s'il y a une politique de subvention des exportateurs. Et la politique de subvention, c'est interdit, sont interdites, les politiques de subvention sont interdites au sein du GATT. Donc prohiber les mesures de restriction quantitative aux échanges. On a parlé de ne pas mettre des obstacles, ne pas aller vers le sens contraire des objectifs du GATT. Si vous m'imposez des restrictions quantitatives, des quotas, ça fait partie donc des mesures non tarifaires. Donc, mumarasat غير مقبولة من طرف الGATT. Difficile. Par exemple, difficile. Sauf, mais il y a des exceptions. Quand on a parlé des dérogations, dans la séance dernière, il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, si vous avez un déficit grave dans la balance commerciale, dans votre balance commerciale, vous pouvez faire une demande pour bénéficier de cette exception et à ce moment-là, vous pouvez imposer aux exportateurs donc des restrictions quantitatives. Réglementer les subventions. Donc on a dit les subventions sont interdites, mais quand il y a nécessité de les prendre en considération, il faut qu'elles soient réglementées. Exemple, l'interdiction des subventions à l'exportation des produits industriels. Mais ils existaient, par exemple, pour les produits agricoles pendant une période donc, de l'histoire du GATT. Mais le pays lésé peut instaurer des droits compensateurs, c'est-à-dire qu'il peut bénéficier donc en échange de cela, de bénéficier donc d'autres avantages au sein de l'institution du GATT. Donc on a parlé dans la séance dernière de la possibilité de déroger à la règle, c'est-à-dire bénéficier d'une dérogation. Donc quelles sont ces exceptions? Quelles sont les exceptions dans lesquelles on peut déroger à la règle, à une règle parmi les règles donc, de l'institution du GATT? Donc le respect donc, de ces conditions est obligatoire de la part des parties contractantes, permettrait effectivement la libéralisation de leur commerce mondial. Cependant, la situation ou les situations réelles sur le terrain sont beaucoup plus complexes, d'où les exceptions.
Pourquoi? Si on regarde le traité de Genève, si on regarde les 38 articles donc, de ce traité, on constate quoi? On constate que c'est bien fait, ça peut aller vers l'objectif général ou les objectifs généraux donc, du GATT, le développement du commerce international, ceci, cela, encourager les pays à participer, libéraliser les échanges, aller vers le libre-échange, en fin de compte, tout cela c'est bien. Mais comme tout autre accord, comme toute autre loi, c'est au moment de l'exercice, c'est-à-dire de l'exécution donc de ce contenu, que on constate qu'il y a des difficultés réelles. On a كصعوبات جمة في لتطبيق المضامين تاع الاتفاقية العامة. D'où pourquoi pardon, parce qu'il y a parfois des produits spécifiques sur lesquels on ne peut pas appliquer dès le début l'ensemble des conditions prévues par l'accord général de Genève. Également, pour des nations ayant signé des accords de libre-échange entre elles. Je m'explique d'une autre façon. Quelles sont les obligations, pardon, les exceptions aux obligations qui existent? Qui bénéficient de ces exceptions? Donc il y a des produits spécifiques qui bénéficient de ces exceptions et il y a des nations spécifiques qui bénéficient de ces exceptions. Donc, pour les produits qui bénéficient des règles exceptionnelles, c'est d'abord celui des services. Donc le domaine des services était exclu du GATT jusqu'en Uruguay-Rwanda, débuté en 1986. إذا قطاع الخدمات كامله خارج تطبيق القواعد الاتفاقية العامة ولا تاع الGATT. Donc le domaine des services fait partie des produits ou des secteurs qui étaient exclus du GATT pour un certain nombre de raisons sur lesquelles nous viendrons principalement lors du cycle de l'Uruguay, le dernier cycle que nous allons traiter dans ce chapitre. Les produits agricoles aussi ont un traitement spécifique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas touchés par le GATT que d'une façon très très peu. Restrictions aux importations et subventions à l'exportation. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y a quelques instants, ces restrictions et les subventions, c'est-à-dire les quotas et les subventions, ont continué d'exister dans le secteur agricole d'une façon très importante. Le secteur de textile, le secteur est soumis à des accords qui le placent en dehors des règles du GATT. Ces accords, c'est les AMF, les accords multifibres qui existaient entre les pays développés et les pays en voie de développement, mais qui sont imposés presque par les pays développés aux pays en voie de développement pour se protéger de la concurrence donc, du secteur textile des pays en voie de développement. Donc, si on veut parler, donc ce dernier, c'est-à-dire le textile, est depuis 1974 soumis aux AMF, les pays donc, industriels ont peur donc, de la concurrence des PED. Donc si on peut résumer, pour les produits qui bénéficient des exceptions, c'est le secteur de services, le secteur agricole et le secteur donc, de textile. Quelles sont les nations? On a dit qu'il y a des biens, des produits qui bénéficient des exceptions, et il y a des nations, des pays. Les nations bénéficiant des règles exceptionnelles, donc les PED, sont directement affectés par les retombées des AMF. إذن هذيك الاتفاقية اللي فرضتها الدول المتقدمة على الدول المتخلفة فيما يتعلق بقطاع النسيج مضرة بالدول المتخلفة. Mais ils bénéficient, les pays en voie de développement bénéficient
des dispositions dérogatoires au principe du GATT. عندهم واحد الحقوق تعويضية ou de dérogation, un certain nombre d'avantages qui leur ont été décrochés par la CNUSID, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. باش يعوضوا لهم شوية من الخسائر الناتجة عن تطبيق الاتفاقية تاع les AMF. Les PED représentent une part importante des parties contractantes dès la signature du traité de Genève, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de pays en voie de développement qui entrent dans le GATT, mais certains, une bonne partie, ont souffert donc de l'application de ces AMF. Les principales dérogations consenties par le GATT au PED, شنو هما الحوايج اللي تعطاو ليهم مقابل تطبيق الاتفاقية تاع les AMF. D'abord, découle de l'action de la CNUSID, c'est-à-dire un certain nombre d'avantages qui ont été décrochés grâce aux interventions donc, de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Parmi des exemples, grâce à la CNUSID depuis 1964, les PED ont la possibilité de s'accorder mutuellement des avantages non étendus aux pays développés. Normalement, ça, c'est interdit dans le GATT. ما يمكنش دولة متخلفة تعطي ان افونتاج لدولة متخلفة أخرى في الغات وما تعطيهش للآخرين. لماذا؟ لأنها كتضرب هذاك البرانسيب ديال لي لا ناسيون لا بلي فافوريزي. دونك إلا عطيتي نورمالمون ان افونتاج لوحدة خصك تعطيه لكل شيء. دونك لا mais ça c'est un avantage qui est donné aux pays en voie de développement en compensation كتعويض على ضرر معين. Les PED peuvent également bénéficier des avantages tarifaires qui ne sont pas étendus aux autres pays échangistes grâce au SGP, le SGP, le système généralisé de préférence, adopté lui aussi par la CNUSID en 1968. Normalement, quand il y a en termes d'avantages tarifaires, on ne peut pas donner des avantages à un pays et pas aux autres. Mais aussi, ça aussi c'est un avantage qui est donné aux pays en voie de développement grâce à l'intervention de la CNUSID en 1968, mais aussi ça c'est les تعويض بعض الخسائر الدول المتخلفة. Les pays à économie planifiée de l'Europe du centre, c'est quoi les pays à économie planifiée? C'est-à-dire les pays qui sont ou qui étaient sous l'idéologie communiste socialiste. On parle de l'économie planifiée parce que tout est planifié par l'État central. Donc les pays à économie planifiée de l'Europe du centre bénéficient également de régimes spécifiques, comme c'est le cas de la Pologne, de la Roumanie et de la Hongrie. Donc une partie de ces pays sont actuellement membres de l'Union européenne suite donc à l'extension de l'Union européenne vers les pays du centre et les pays de l'Est. Mais à l'époque où il y a eu le GATT, c'est-à-dire avant de 1947 jusqu'à décembre 1994, la fin du GATT, donc ces pays-là sont sous une idéologie économiste particulière dans laquelle l'État était l'acteur principal en matière de planification économique. Donc ces pays-là qui ont intégré le GATT, ils ont bénéficié aussi de règles spécifiques, donc des exceptions. Le troisième type de pays qui bénéficient d'exceptions, ce sont les pays qui se trouvent dans le cadre de zones de libre-échange. La constitution des zones de libre-échange est également parmi les pays qui bénéficient des exceptions à la règle, aux règles du GATT. Donc la constitution d'une zone de libre-échange, ou ce qu'on appelle également union douanière, comme c'est le cas de l'Union européenne ou de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Donc ces deux zones constituent normalement
un viol pour le principe de la nation la plus favorisée. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'Union européenne, les pays, suite bien sûr aux accords de libre-échange signés entre eux, que ce soit depuis le traité de Rome en 1957, que ce soit les accords signés depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, permettent aux pays de se donner donc des avantages entre eux. Mais s'il s'avère que ces pays sont des membres du GATT, ça constitue un viol, parce que la France ou l'Allemagne donnent des avantages à l'Espagne et au Portugal, mais ils ne les donnent pas aux États-Unis et au Brésil, alors qu'ils sont tous dans le GATT, par exemple. C'est un exemple. Donc ça constitue un viol. Le principe de la nation la plus favorisée. Donc ça, normalement, c'est un viol. Mais le GATT a pris en considération ce genre de choses. Le traité de Genève permet, c'est-à-dire le GATT, permet ce genre de groupement à condition qu'il ne pénalise pas les pays non participants et que les barrières internes soient totalement supprimées. Donc le GATT a dit, ok, vous pouvez vous donner des avantages à l'intérieur de votre union douanière, mais deux conditions sont nécessaires. Il ne faut pas que les autres pays soient pénalisés. Deux, il faut que, une fois le produit entre dans le territoire d'un des pays membres du GATT, qu'il ne soit pas bloqué dans les frontières internes de l'union douanière. Si la tomate marocaine entre en Espagne, il faut qu'il voyage là où il veut. Il va vers la France, ou l'Allemagne, ou la Hongrie, ou l'Angleterre, ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est une sorte de solution en contrepartie de l'existence de ces zones de libre-échange. Donc ces accords libre-échange ou d'union douanière doivent respecter les principes mentionnés ci-dessus et doivent être ratifiés par les pays concernés. Ils doivent être acceptés donc par les pays concernés. Troisième élément dans ce deuxième axe principal, c'est les méthodes de travail du GATT. Donc dans les méthodes de travail du GATT, Michel Reinli a distingué deux moments différents. Il y a le fonctionnement quotidien et l'instruction des plaintes, puis il y a les cycles de négociation commerciale multilatérale. جوج في وسائل العمل أو في طرق العمل لقات جوج العناصر أساسية. Le fonctionnement quotidien يعني العمل اليومي puis le cycle des négociations ما يسمى بجولات المفاوضات المتعددة الأطراف. Donc dans ce cycle de travail ou dans le travail quotidien, principalement, la tâche principale, c'est le règlement des différends. Donc, en cas de différend entre deux parties contractantes, la partie qui estime que l'autre ne respecte pas une règle du GATT doit suivre la procédure qui est détaillée dans l'article donc 23 du traité de Genève. حالة وجوع نزاع أو منازعة بين طرفين من الأطراف تاع القط هناك مادة هي المادة 23 تبين كيف يتم معالجة هذا المشكل. Donc la première démarche, c'est les négociations bilatérales entre les deux parties concernées pour trouver une solution. Donc, c'est la solution entre la France et le Canada. Donc, la première étape, il faut que la France et le Canada essayent de trouver une solution. Donc, en cas d'échec, un groupe de travail ou experts parmi les fonctionnaires spécialisés, spécialisés en quoi? Spécialisés dans le domaine de la plainte reçue au sein du GATT. C'est-à-dire, si le GATT a reçu une plainte
à propos d'une concurrence déloyale dans le domaine de la technologie de pointe ou de la haute technologie. Donc ce sont des experts qui vont intervenir pour voir effectivement est-ce qu'il y a copié, est-ce qu'il y a une volonté, ceci, est-ce que la plainte est fondée. Donc là, on cherche un groupe d'experts dans le domaine qui instruisent la plainte et cherchent encore une fois un arrangement. Donc ils font leur rapport, ils disent voilà, la partie telle n'a pas raison, ou la partie telle, ce que vous dites, votre plainte n'est pas fondée, donc c'est pas. Donc ils cherchent encore un arrangement. Donc, en cas, s'il n'y a pas de solution, donc les deux parties, donc les experts, donc donnent leur verdict à propos donc du conflit entre les deux parties. Donc, si on veut résumer, en cas de confrontation, les doulas كترفع دولة دعوة ضد دولة أخرى, on fait comme en cas d'un accident de la route. Donc les deux propriétaires du véhicule, ils cherchent un arrangement, تيقلبوا على التسوية حبية. ما كايناش تيعيطوا على les experts ديالهم. Chacun عيط على les experts تاع l'assurance ديالو, font un constat à l'amiable. S'ils ne veulent pas, donc ils partent en justice et suivre la procédure classique. Donc c'est presque la même chose en cas de différend entre deux parties au sein du GATT. Donc on a un tableau qui nous donne le nombre de plaintes déposées par ou contre les États-Unis et la CE. Donc pourquoi? Donc c'est un article, pardon, c'est un tableau que j'ai pris donc du livre donc, de l'auteur que j'ai cité il y a quelques instants, Michel Reinli, dans lequel il nous donne les plaintes déposées par et contre deux acteurs majeurs du commerce international, la CE et les États-Unis d'Amérique, l'USA. Donc, pourquoi ces deux? Parce que ce sont eux qui sont les deux plus importants acteurs, donc c'est eux qui ont des objectifs qui sont différents, donc c'est eux que chacun d'entre eux essaye d'avoir une grande part de ce commerce ou de ce gâteau du commerce international, donc il y a automatiquement des confrontations. Et nous avons la Disney des années 50, 60, la Disney 70, la Disney des années 80, puis les deux premières années de la Disney des années 90. Donc, les années 50, les plaintes déposées par l'USA, 4. Les plaintes déposées contre l'USA, 4. Donc là, c'est on est sur le pied d'égalité. Les années 60, les plaintes déposées par les États-Unis, 4. Les plaintes déposées contre les États-Unis, 0. Donc les 4 là sont les 4 qui sont déposés contre la CE. Pourquoi il n'y a rien dans la première Disney, que ce soit par rien de déposé par la CE, ni rien de déposé contre la CE dans les années 50? Tout simplement parce qu'il n'existait pas encore la CE. La CE, la Communauté économique européenne, elle est née suite au traité de Rome en 1957. Donc, ça n'existait pas réellement dans les années 50, dans les débuts, voire même jusqu'à la fin des années 50. Donc, une fois la CE elle est créée en 1957, donc, au fur et à mesure, c'est eux qui déposent, qui rentrent en conflit avec les États-Unis. Les années 70, on va le constater, 15 plaintes déposées par les États-Unis et une plainte déposée contre les États-Unis. Donc ces 15 plaintes, il y en a au moins 11 qui sont déposées contre la CE et 2 déposées par la CE. Les années 80, donc,
On a parlé des années 80 en disant que c'est la troisième phase de l'évolution des phénomènes de mondialisation, c'est la phase de globalisation économique, donc de plus en plus de conflits au niveau du commerce international. Donc là, 23 plaintes déposées par les États-Unis et 29 déposées contre les États-Unis, donc 21 déposées par la CE et 22 déposées contre la CE. Les années 90, on ne peut pas parler de l'ensemble de la Disney, donc l'auteur nous a donné les 2 premières années, mais ça commence déjà 6 déposés par les États-Unis et 5 contre les États-Unis, et 0 déposé par la CE et 3 déposés par la CE. Donc on constate quoi? Que ce fonctionnement quotidien, c'est quand même un travail continu, donc de recherche, de règlement, donc de différents, de la part donc des spécialistes donc du commerce ou du GATT. Donc le troisième élément, donc le deuxième élément, donc on a parlé du fonctionnement quotidien, puis le cycle de négociation. Donc le cycle de négociation commerciale, donc pour atteindre donc les objectifs principaux du GATT, la libéralisation des échanges, la mise en place du cycle de négociation commerciale multilatérale et la solution retenue par les parties contractantes. إذن الفلسفة المعتمدة للوصول إلى تحرير التجارة الدولية أو تحرير المبادلات الدولية هو الاعتماد على مجموعة من الجولات من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. Donc, et on se base sur des cycles de négociation commerciale multilatérale. Au fil du temps, ces négociations sont de plus en plus longues et de plus en plus complexes, pour les raisons que j'ai expliquées au début de la séance, des dossiers très complexes, on cherche le consensus, donc au fur et à mesure que les dossiers qui sont mis sur la table de négociation sont importants, ils sont nouveaux, donc il y a possibilité de conflit, donc le temps devient très long parce que ça nécessite beaucoup de patience. Donc le cycle de négociation commerciale ne porte plus sur les droits de douane uniquement, mais sur l'ensemble des barrières non tarifaires. Donc les experts parlent des barrières tarifaires, الحواجز الجمركية ذات الطابع المالي, les barrières tarifaires. Et on parle des barrières non tarifaires, اللي ما عندهمش طابع مالي, mais qui bloquent les échanges. Donc c'est les restrictions quantitatives, tout ce qui concerne les quotas à la frontière ou à l'importation. C'est les normes et les mesures administratives qui sont complexes. Donc pour ne pas exporter vers moi, je te complique la tâche. Je te demande l'attestation de ceci, l'attestation de conformité, l'attestation sanitaire, l'attestation du service là, l'attestation de... Donc, c'est des mesures administratives qui sont lourdes, donc qui t'empêchent de compléter le dossier pour aller exporter vers un pays autre. Donc ça rentre dans les mesures non tarifaires. Donc pour plus d'efficacité, le Tokyo Round, ou le cycle de négociation de Tokyo, a mis en place des comités qui administrent les accords, qui vont, des comités légènes. Leur travail, leur fonction, c'est l'administration des accords, le suivi donc de l'application donc de ces accords. Les comités concernés sont le comité des subventions et de mesures compensatoires, celui des marchés publics, le comité des marchés publics, et celui des pratiques anti-dumping. Donc l'objectif de ces comités, c'est de faire le suivi donc, de l'application donc, des règles du GATT dans ce domaine. Donc on s'arrête sur ce point. Merci de votre attention et à la prochaine séance.